Un mariage parfait, une robe bleue et un sourire qui cachait des mois de douleur. Tout semblait un rêve jusqu'à ce qu'un verre en cristal se brise et que le feu s'allume sur le corps de la mariée enceinte. Ce qui devait être le jour le plus heureux s'est transformé en une scène impossible à oublier, car derrière ces flammes, il n'y avait pas seulement de la jalousie, mais aussi une conspiration aussi froide que calculée. Elle a survécu, mais son regard n'a jamais été le même. Ce qui a suivi fut une guerre entre la vérité et le pouvoir, entre un empire qui brûle et une femme qui renaît. Reste avec nous jusqu'à la fin, car cette histoire ne se termine pas là où tu le penses. Dis-nous à quelle heure tu écoutes et d'où tu nous regardes. Laisse ton commentaire ci-dessous, nous voulons le savoir. Le midi brillait sur la côte privée où se célébrait le mariage le plus attendu de l'année. Le soleil se reflétait sur la mer comme des milliers de petits miroirs et la brise faisait bouger les rideaux de lin autour de l'autel. Isabella Carter, 30 ans et enceinte de 7 mois, respirait avec un calme apparent tout en tenant un bouquet de roses pâles. Elle portait une robe bleu clair qui soulignait la courbe de son ventre et la lumière tranquille de ses yeux. Autour d'elle, les invités riaient, portaient des toasts et applaudissaient au rythme d'un orchestre qui jouait une version douce de Clair de lune. Le mariage de son beau-frère devait être une célébration d'amour et de pouvoir. Le nom Kane était synonyme de richesse et d'influence. Edward Kane, son mari, discutait avec un groupe d'hommes d'affaires près du bar à champagne. Il portait un costume sombre impeccable, le visage assuré et ce sourire mesuré qu'il arborait toujours en public. Isabella le regarda de loin et pensa qu'en dépit des derniers mois de froideur, elle voulait encore croire en lui. Être que le travail, les pressions ou la grossesse avaient créé une distance qu'il pouvait surmonter. C'est pour cela qu'elle était là, souriante, feignant la normalité devant les caméras et les regards curieux. Le bruit de la mer se mêlait à celui des toasts. Les photographes capturaient chaque geste. Isabella sentit le léger mouvement du bébé dans son ventre. Elle caressa son abdomen et murmura quelque chose que seul le vent entendit. À ce moment-là, une main se posa sur son épaule. Elle se retourna lentement. Une femme blonde, élégante, au regard intense, l'observait avec un sourire qui n'était pas aimable. « Quelle surprise de te voir ici, Isabella !» La voix lui parut familière. C'était Victoria Moore, analyste principale dans l'entreprise d'Edward, la même femme qui apparaissait toujours aux événements sociaux, trop proche de son mari, trop présente. Isabella sourit poliment. « C'est le mariage de sa sœur, Victoria. Bien sûr que je suis ici. » Victoria acquiesça, mais son expression se figea. Entre ses doigts brillait un verre, ses ongles vernis de rouge tremblaient légèrement. « Je suppose que tu apprécies ton rôle d'épouse parfaite, » dit-elle. Isabella fronça les sourcils. Elle ne comprit pas tout de suite le ton jusqu'à ce qu'elle sente une odeur forte, étrange, chimique. Le temps sembla s'arrêter. Le verre tomba au sol et se brisa. Le liquide que Victoria tenait n'était pas du vin, c'était de l'essence. Le contact avec le tissu de la robe produisit d'abord une sensation froide, puis une brûlure immédiate qui remonta son dos comme un serpent vivant. Ceci est pour avoir volé ce qui m'appartenait. Lay, la voix de Victoria se brisa dans un cri de rage. Un instant plus tard, une étincelle illumina l'air. La flamme du briquet flotta une seconde avant de toucher le tissu imbibé. Le feu se propagea avec un rugissement. La musique continua un bref instant, comme si le monde ne comprenait pas encore ce qui venait de se passer. Puis les cris éclatèrent. Isabella sentit la chaleur brûlante parcourir son corps. Instinctivement, elle protégea son ventre de ses bras et fit un pas, puis un autre, vers le bord de la piscine, à quelques mètres. Le feu l'enveloppait. Chaque respiration était une douleur. 3 pas, seulement 3. 1, le bébé. 2, l'eau. 3, la vie. Elle sauta. L'impact avec l'eau fut un choc de glace. Le son du feu disparut et il ne resta qu'un silence liquide, presque sacré. Isabella ouvrit les yeux sous l'eau et vit les flammes déformées par le mouvement. Son corps se plia pour protéger son ventre. Elle retint son souffle jusqu'à sentir ses poumons éclater,
puis remonta à la surface avec un cri qui se perdit parmi les hurlements des invités. Plusieurs personnes coururent. Quelqu'un lança une couverture. Un autre appela une ambulance. Les bulles de fumée se mêlaient au parfum des fleurs brûlées. À la surface de l'eau flottaient des morceaux de tissu bleu. Isabella tremblait, la peau rougie, accrochée au bord de la piscine. « Mon bébé !» dit-elle d'une voix brisée. « Est-il vivant ?» Personne ne répondit au début. Une photographe nommée Bridget sauta dans l'eau pour l'aider à sortir. Elle l'enveloppa dans un tissu blanc, la nappe du banquet. Isabella chercha son mari du regard. Elle le vit immobile près du bar. Son visage était pâle. Ses yeux fixaient non pas elle, mais Victoria, que 2 gardes de sécurité retenaient. « Je l'aime. Il m'a promis qu'il la quitterait », criait Victoria, tandis qu'on la traînait. Edward ne bougea pas. Il passa simplement une main dans ses cheveux, confus, observant le chaos. Isabella voulut crier son nom, mais la douleur étouffa sa voix. Depuis la terrasse du 2e étage, Richard Kane Sr., le patriarche et PDG de l'Empire Kane Global, assistait à la scène. Il avait levé les yeux juste à temps pour voir le feu s'allumer sur le corps de sa belle-fille. L'homme qui avait construit des immeubles touchant le ciel se sentit impuissant face à un incendie qui détruisait sa propre famille. Les sirènes brisèrent le tumulte. Les secouristes arrivèrent rapidement. L'un d'eux, un jeune homme en uniforme bleu, couvrit Isabella d'une couverture thermique et la plaça sur une civière. « Tenez bon, madame. Respirez. Votre bébé bouge encore. » Elle ferma les yeux. Elle voulut le croire. L'ambulance partit au milieu des flashs et des murmures. À l'intérieur, l'odeur d'essence imprégnait encore ses cheveux. Chaque secousse faisait redoubler la douleur. « N'y pensez pas maintenant, » dit le secouriste. « Nous sommes proches. » Isabella entendait à peine. Dans son esprit, elle ne voyait que le visage d'Edward, immobile. Freud, regardant la femme qui avait essayé de la tuer. Le son du moniteur fœtal remplit le silence. Un battement rapide, régulier, répondit depuis son ventre. Dehors, le chaos continuait. Les journalistes arrivaient. Le feu était éteint, mais la fumée s'élevait comme un signe de malheur dans le ciel bleu. Richard Kane Sr. restait sur le balcon. Son costume gris était couvert de cendres. Il savait que rien ne serait plus jamais pareil. À l'hôpital, le médecin prononça les mots qui marqueraient le début d'une autre bataille. Brûlure du 2e et du 3e degré. Risque d'accouchement prématuré. Choc traumatique. Isabella pouvait à peine parler. Elle répéta seulement à voix basse « Ma fille est vivante, je le sais ». Et tandis que le sérum goûtait lentement, elle comprit que le feu n'était pas terminé. Ce qui avait brûlé pendant le mariage n'était que le début d'une vérité bien plus cruelle, une vérité qui bientôt éclaterait et changerait à jamais le destin des Kane. Le son du moniteur cardiaque était la seule chose qui rompait le calme de la chambre blanche. Un bip constant, monotone, marquait le rythme entre la vie et la peur. Isabella Carter ouvrit lentement les yeux. Elle ne savait pas combien de temps s'était écoulé depuis l'incendie, seulement que la douleur l'enveloppait comme une ombre vivante. Ses bras étaient couverts de bandages et une odeur de désinfectant remplissait l'air. En essayant de bouger, elle sentit une vive douleur dans le dos. Une infirmière s'approcha et la soutint avec délicatesse. « Calmez-vous, Madame Carter. Ne vous forcez pas. Vous et le bébé êtes stables. Vous en avez. » La voix était douce, presque maternelle. Isabella tenta de parler, mais sa gorge était sèche. Elle but un peu d'eau et parvint à murmurer. « Ma fille !» L'infirmière sourit. Son cœur bat fort. C'est une battante, tout comme vous. Une larme roula sur la joue d'Isabella. Elle ferma les yeux et, un instant, pensa que tout n'avait été qu'un cauchemar. Pourtant, la brûlure sur sa peau lui rappela la réalité. Le feu avait été réel, la folie dans le regard de Victoria Moore aussi. Et plus réelle encore avait été l'immobilité d'Edward, son mari, le regardant sans bouger pendant qu'elle brûlait. Le médecin entra dans la chambre avec un dossier à la main. C'était un homme âgé, au visage calme. Il vérifia les moniteurs et nota quelque chose dans son rapport. « Votre bébé va bien, Madame Carter, mais nous devons vous garder sous observation. Les brûlures sont graves, mais votre vie n'est pas en danger. »
Le plus grand risque maintenant est le stress. Toute émotion forte pourrait provoquer des contractions. Isabella hocha la tête sans répondre. Son esprit était vide. Dans le coin de la chambre, sur une chaise, sa sœur Helena Carter dormait assise. Ses yeux gonflés montraient qu'elle avait pleuré pendant des heures. En la voyant, Isabella ressentit une vague de tendresse. Elle tenta de l'appeler, mais seul un murmure sortit. L'infirmière la réveilla. Helena se précipita vers le lit et prit sa main. « Isabella, tu es vivante, grâce à Dieu. J'aille clouquer. » Elle ne termina pas la phrase. Sa voix se brisa. Isabella la regarda fixement. « Où est Edward ?» Le silence devint lourd. Helena détourna les yeux. « Je ne sais pas. La police l'interrogeait sur les lieux de l'incendie. Est-il venu me voir ? » Non. Ce seul mot tomba comme une pierre sur la poitrine d'Isabella. Elle tourna la tête vers la fenêtre. Dehors, le ciel était gris. À la télévision du couloir, les nouvelles passaient. Elle entendit son nom et celui de son mari. L'incident survenu lors du mariage de la famille Kane continue de provoquer l'émotion. La victime, identifiée comme Isabella Carter, épouse de l'homme d'affaires Edward Kane, est dans un état stable. La suspecte, Victoria Moore, employée de la société Kane Global, a été arrêtée sur place. Les motifs de l'attaque sont en cours d'enquête. Les images montraient sa robe en flammes, les invités courants, la confusion générale. Isabella eut la nausée. Elle ferma les yeux. Quelques minutes plus tard, un officier de police entra accompagné d'une femme en tailleur gris. « Madame Carter, je suis désolé de vous déranger. Je suis la détective Laura Mendoza. Nous devons vous poser quelques questions, mais si vous ne vous en sentez pas capable, nous pouvons attendre. » Isabella inspira profondément. « Je peux parler. » La détective s'assit à côté d'elle. « Connaissez-vous votre agresseur ? » « Oui. Elle s'appelle Victoria Moore. Elle travaille dans l'entreprise de mon mari. Avez-vous déjà eu des problèmes avec elle ? Non. Mais j'ai toujours remarqué quelque chose d'étrange. Trop de proximité, trop d'excuses pour le voir. Pensez-vous qu'ils avaient une relation ? La question tomba comme un coup. Isabella ne répondit pas tout de suite. Elle se rappela les nuits où Edward rentrait tard en disant qu'il était en réunion. Elle se rappela les messages qu'il effaçait rapidement et la colère qu'il montrait chaque fois qu'elle mentionnait Victoria. « Oui, je le crois. » La détective prit des notes sans lever les yeux. « Madame Moore a déclaré que vous lui aviez volé l'homme qu'elle aimait. Votre mari vous a-t-il déjà dit qu'elle le harcelait ou le menaçait ? Jamais. Il m'a toujours dit qu'elle n'était qu'une collègue. » Le silence remplit à nouveau la pièce. La détective ferma son carnet et se leva. « Merci pour votre temps. Nous ferons tout pour que justice soit faite. » Lorsqu'elle partit, Helena s'approcha du lit. « Tu n'as pas besoin de continuer à parler de ça. Tu dois te reposer. » Isabella secoua la tête. « J'ai besoin de savoir pourquoi. » La porte s'ouvrit à nouveau. Cette fois, c'était Richard Kane Sr., le père d'Edward. Il portait un costume sombre, sans cravate, et son visage exprimait un mélange de fatigue et de culpabilité. Il s'avança jusqu'au lit et s'arrêta devant Isabella. « Ma fille, comment te sens-tu ? » ?»« Vivante. » »« C'est déjà beaucoup. » Richard baissa les yeux. « J'étais là, j'ai tout vu. » Isabella les fixa en silence. « Qu'avez-vous vu exactement ? » ?»« J'ai vu cette femme s'approcher avec un verre. J'ai vu comment elle t'a arrosé avec le liquide, et j'ai vu mon fils. Il n'a pas bougé, il n'a pas crié, il la regardait simplement. L'air quitta les poumons d'Isabella. Elle voulut parler, mais n'y parvint pas. Richard continua. « Je ne sais pas quel genre d'homme Edward est devenu. Je l'ai élevé pour être fort, pas lâche. Je lui ai tout donné. L'argent, l'éducation, le pouvoir. Et pourtant, il n'a pas su protéger ce qu'il avait de plus précieux. » L'homme se couvrit le visage de ses mains. Pendant quelques secondes, il ne fut plus un magnat, mais un père brisé. La police l'interroge. Il dit qu'il était sous le choc. Je ne sais pas. Je ne crois pas à ces mots. Isabella sentit un frisson parcourir son corps. L'infirmière entra en voyant les moniteurs s'affoler. « Vous devez vous calmer, Madame Carter. Pensez à votre bébé. » Isabella respira lentement. Quand elle regarda de nouveau Richard, ses yeux étaient pleins de larmes contenues. « Ne le faites pas pour moi, Monsieur Kane. Faites-le pour votre petite fille. » Richard hocha la tête. « Je te le promets. »
Le reste de la journée se déroula entre examens médicaux et journalistes qui attendaient à l'extérieur de l'hôpital. Elena bloqua les appels et ferma les rideaux. Isabella tenta de dormir, mais les images revenaient sans cesse. La flamme, l'odeur, les cris. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle sentait à nouveau la chaleur. Au milieu de la nuit, elle se redressa avec difficulté. Sur la table de chevet se trouvait une photo de son mariage. Elle et Edward souriaient devant l'autel. Elle se rappela comment il lui avait murmuré « Tu es mon avenir ». Maintenant, elle comprenait que ces mots n'étaient pas une promesse, mais un calcul. Le bip du moniteur marquait un rythme paisible. Isabella posa la main sur son ventre. « Nous sommes en vie, mon amour. Plus personne ne nous fera de mal. » Dehors, le ciel commençait à s'éclaircir. Richard Kane Sr. regardait par la fenêtre de son bureau à l'hôpital. Il savait qu'il devait prendre une décision impossible. Pour la première fois de sa vie, le pouvoir ne pouvait pas acheter le pardon. Son fils avait échoué. Et lui, comme père, aussi. Dans la chambre 312, Isabella ferma enfin les yeux. Elle ne rêva pas de feu. Elle rêva d'eau, d'une mer infinie où sa fille flottait en sécurité. Mais au fond de son esprit, elle savait que la véritable tempête ne faisait que commencer. L'aube se glissait à travers les fenêtres de l'hôpital avec une lumière pâle. L'air sentait le désinfectant et le café fraîchement préparé. Isabella Carter ouvrit lentement les yeux. Elle avait peu dormi. Son corps brûlait encore sous les bandages, mais la douleur la plus profonde ne se trouvait pas sur sa peau. Elle venait de la trahison qui s'était révélée peu à peu pendant la nuit. Sa sœur Elena dormait sur la chaise à côté du lit, la tête posée sur ses bras. Dehors, le murmure des couloirs annonçait le début d'un nouveau jour. Un léger coup à la porte la fit réagir. L'infirmière entra avec un plateau. Dessus se trouvait une tasse de lait tiède, une pomme et une enveloppe portant le logo de Kane Global. Isabella la regarda avec méfiance. L'infirmière posa l'enveloppe sur la table. Un messager l'a déposée il y a 1 heure. Il a dit qu'elle venait du bureau de M. Richard Kane. Le cœur d'Isabella s'accéléra. Elle attendit que l'infirmière sorte, puis prit l'enveloppe avec des mains tremblantes et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite à l'encre bleue, avec la calligraphie ferme et élégante du patriarche. « Chère Isabella, j'ai besoin de te voir. Pas comme PDG, mais comme père. Je suis à l'hôpital, 12e étage, salle privée. S'il te plaît, accepte de me parler. R. Kane Sr. » La peur et l'incertitude se mêlèrent dans sa poitrine. Elle ne savait pas si elle avait la force d'affronter l'homme qui avait été témoin de son humiliation, mais elle sentait qu'elle devait le faire. Elle devait savoir ce qu'il avait réellement vu. Isabella demanda à l'infirmière d'appeler sa sœur. Elena se réveilla en sursaut. « Que s'est passé-t-il ? Je vais voir Richard Kane. Es-tu sûr? Je ne fais confiance à personne dans cette famille. J'ai besoin de réponses. » L'ascenseur mit une éternité à arriver. Isabella s'appuya sur le bras de sa sœur pendant qu'elle montait au 12e étage. À leur arrivée, un garde les conduisit vers une salle aux grandes fenêtres. De là, on voyait le port de la ville enveloppé d'une brume douce. Au centre de la pièce, Richard Kane Sr. se tenait debout, vêtu d'un manteau gris, le regard perdu vers l'horizon. Quand il entendit la porte, il se retourna lentement. Son visage portait les marques de l'insomnie. « Merci d'être venu, Isabella. » Elle resta à distance. « Je ne suis pas venu par courtoisie, Monsieur Kane. Je suis venu pour la vérité. » Il acquiesça d'un geste fatigué. « Et je ferai tout ce que je peux pour te la donner. » Pendant quelques secondes, personne ne parla. Seul le tic-tac d'une horloge emplissait l'espace. Finalement, Isabella fit un pas en avant. « Vous étiez sur le balcon cette nuit-là. Les médias l'ont mentionné. Ils disent que vous avez tout vu. Je veux savoir ce que vous avez vu de vos propres yeux. » Richard inspira profondément. Ses mains tremblèrent légèrement. Il marcha jusqu'à la fenêtre et fit un geste vers le bas, comme s'il voyait encore la scène du crime. « J'étais au 2e étage, observant les invités. Il y avait de la musique, des rires, des verres de cristal. J'ai vu Victoria s'approcher de toi par derrière. Au début, j'ai cru à une plaisanterie, un geste maladroit de quelqu'un qui avait trop bu. Mais quand elle a levé la main, j'ai compris.
Il y avait dans son visage une colère que je n'avais jamais vue auparavant. Il fit une pause et ferma les yeux un instant. Je l'ai vu te jeter le liquide, j'ai vu comment elle allumait le feu, et j'ai vu autre chose. J'ai vu mon fils, Edward, debout à quelques mètres. Il n'a pas crié, il n'a pas couru, il n'a rien fait. Les mots frappèrent Isabella comme un vent glacé. Vous dites qu'il m'a vu brûler et qu'il n'a pas levé le petit doigt? C'est exact. Je l'ai observé d'en haut, espérant qu'il réagirait. Je pensais qu'il se précipiterait vers toi. Mais non. Il est resté immobile. Son visage était pâle. Dans ses yeux, il y avait du calcul, pas de la peur. C'est à ce moment-là que j'ai compris que quelque chose en lui s'était brisé. Isabella porta une main à sa bouche. La douleur de sa peau sembla s'intensifier avec l'image qu'elle se formait dans l'esprit. Edward la regardant, impassible, tandis que les flammes la dévoraient. Et que fit-il ensuite? Il s'est approché de Victoria lorsque les gardes la retenaient. Il a essayé de lui parler. Elle criait qu'elle l'aimait, qu'elle avait fait cela pour lui. Les invités regardaient, horrifiés. Moi, je n'ai plus supporté. Richard se tourna vers Isabella. Sa voix trembla à peine. Il n'existe aucun châtiment qui puisse effacer ce que j'ai vu. Voir ma belle-fille brûler et mon fils rester figé fut le moment le plus terrible de ma vie. Helena fit un pas en avant, furieuse. Alors dites-moi, monsieur Kane, que comptez-vous faire? Cacher votre fils comme le font tous les puissants? Richard leva les yeux. Non, pas cette fois. J'ai parlé avec mes avocats. La police a déjà ma déclaration. J'ai dit exactement ce que j'ai vu. Si mon fils est coupable, il payera. Helena resta sans voix. Isabella le regarda, partagée entre la surprise et une amère gratitude. Je ne m'attendais pas à entendre cela de votre part. Nende? Moi non plus, je ne pensais jamais devoir le dire, mais les faits ne peuvent pas être effacés par l'argent, pas après ce qui s'est passé. Un long silence s'installa. Le vent frappant contre les vitres semblait remplir le vide entre eux. Richard s'approcha d'une table où se trouvait un bouquet de fleurs blanches. Elles étaient pour toi. Je ne savais pas si tu les accepterais. Isabella les regarda, mais ne les prit pas. Je n'ai pas besoin de fleurs. J'ai besoin de justice. Well, Richard hocha lentement la tête. Et tout, Lauras, je te le promets. Lorsque les deux sœurs retournèrent vers l'ascenseur, Isabella sentit un nœud dans sa gorge. Les paroles du patriarche résonnaient encore dans son esprit. Il ne bougea pas. Il ne fit rien. Cette phrase se répétait encore, et encore comme un écho cruel. Dans sa chambre, les journalistes attendaient dans le couloir. Les titres passaient déjà à la télévision. Le père d'Edward Kane témoigne contre son propre fils. La nouvelle avait explosé. Les avocats de la famille tentaient de limiter les dégâts, mais le scandale était désormais incontrôlable. Helena ferma la porte et serra sa sœur dans ses bras. « Tu l'as entendu de tes propres oreilles, Isabella. Il n'y a plus de doute. Je ne l'ai pas vu, mais maintenant je le sais. Et c'est pire. Cette nuit-là, l'hôpital semblait endormi. Isabella resta à regarder la lune à travers la fenêtre. Elle pensa à tout ce qu'elle avait perdu, à l'amour qu'elle croyait réel et qui n'était qu'un mensonge. Son cœur se durcit d'une nouvelle détermination. Elle ne serait plus jamais la même femme, elle ne douterait plus jamais de ses instincts. Pendant ce temps, à un autre étage du bâtiment, Richard Kane signait des documents aux côtés de son avocat. Il autorisait la police à accéder aux comptes de son fils. Il savait que cette décision marquerait la fin d'une époque pour la famille Kane. Mais il savait aussi que c'était le seul chemin possible. À l'aube, Isabella entendit le premier chant d'un oiseau dehors. Pendant un instant, elle crut entendre la voix de sa mère défunte lui dire de tenir bon. Elle posa une main sur son ventre. « Ton grand-père a vu la vérité, mon amour. Personne ne pourra la cacher. » Le moniteur cardiaque émettait un rythme régulier. Dehors, le ciel commençait à s'éclaircir. La lumière du matin remplissait à nouveau la chambre, la même lumière qui, quelques jours plus tôt, avait illuminé un mariage. C'était désormais le prélude d'une guerre silencieuse entre la vérité et le pouvoir. Isabella inspira profondément. Elle n'était plus une victime. Elle était un témoin vivant de l'enfer et la seule capable de mettre fin à l'empire de mensonges qui avait failli la tuer. Le jour se leva avec un silence étrange dans l'hôpital. Les stores laissaient passer une lumière blanche et froide.
Isabella Carter n'avait pas dormi. Elle avait passé la nuit à fixer le plafond, écoutant les échos des paroles de Richard Kane Sr. dans sa tête. « J'ai vu mon fils, et il n'a pas bougé. » Cette phrase se répétait encore et encore, jusqu'à ce que l'aube la trouve les yeux ouverts et les mains serrées sur les draps. Elle savait qu'après cette confession, plus rien ne serait comme avant. Edward Kane avait franchi une ligne dont il ne reviendrait jamais. L'infirmière prit sa tension, vérifia le moniteur fœtal et nota les données. Tout semblait stable. Isabella respira lentement. Sa fille était encore vivante, bougeant dans son ventre comme une petite promesse de résistance. L'infirmière sourit avant de sortir. « Aujourd'hui, vous aurez une visite importante, Madame Carter. Votre avocat veut vous voir. » Isabella fronça les sourcils. Elle ne se souvenait pas avoir demandé une assistance juridique. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit et un homme d'âge moyen entra, vêtu d'un costume sombre, au visage serein. « Bonjour, Madame Carter. Je suis Thomas Green, avocat de la famille Kane, mais aujourd'hui je suis ici pour vous. » Elle le regarda avec méfiance. « Pour moi, Monsieur Richard Kane m'a demandé de vous remettre quelque chose personnellement. » Il sortit de sa mallette un ordinateur portable et le posa sur la table. Ceci appartenait à Edward. Nous l'avons récupéré hier soir dans son bureau. Richard m'a autorisé à examiner les fichiers, ce que j'ai trouvé. Je ne devrais pas vous le cacher. Isabella sentit l'air devenir lourd. Qu'y a-t-il dans cet ordinateur? Des preuves, des courriels, des relevés bancaires, des messages. Thomas alluma l'appareil. L'écran montra la boîte de réception d'Edward. Des centaines d'emails. L'avocat ouvrit un message marqué en rouge. Le message était daté de 3 mois avant l'incendie. De Edward Kane à Victoria Moore. Objet. Patience. 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 Je sais que c'est difficile. Isabella se doute de quelque chose. Mais tu dois rester calme. Dans 6 mois, quand le bébé sera né, tout sera plus simple. Il y aura un accord. J'aurai la garde et l'héritage. Toi et moi serons libres, sans scandale. Isabella sentit un vertige. Chaque mot était une lame. Garde, héritage, Thomas acquiesce. Il semble que votre grossesse faisait partie d'un plan. Edward savait que son père voulait un petit-fils pour assurer la continuité de l'Empire Kane. Si vous lui donniez cet enfant, il obtiendrait le contrôle des actions de la société. Isabella détourna le regard, tentant de comprendre l'ampleur de la trahison. Il s'est servi de moi comme d'un instrument? C'est exact. Et il y a encore autre chose. L'avocat ouvrit un autre dossier. Des photos, des factures, des transferts, des paiements à des hôtels de luxe, des bijoux, des voyages à Paris et à Milan, tous au nom de Victoria Moore. Au cours des 10 à 8 derniers mois, Edward a détourné plus d'un $250 000 des comptes de Kane Global pour entretenir sa maîtresse. Il l'a fait à l'aide de faux contrats. Isabella ferma les yeux. Elle se souvint des fois où Edward lui disait qu'il ne pouvait pas trop dépenser, qu'il fallait économiser pour le bébé, que l'argent n'était pas infini. Pendant qu'elle renonçait à ses envies et à sa paix, il finançait une vie secrète avec une autre femme. « Pourquoi me montrez-vous tout cela ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Thomas la regarda avec compassion. « Parce que votre beau-père ne veut pas protéger son fils. Il veut vous protéger, vous et votre fille. » Richard a décidé de rompre le silence. « Il m'a demandé de vous remettre tout ce qui prouve qui est vraiment Edward. » Isabella inspira difficilement. « Alors, il savait pour Victoria? Depuis quelques jours, oui, mais il n'en connaissait pas toute l'ampleur. Hier soir, il a tout compris. » L'avocat ouvrit un autre email. L'objet indiquait « Plan de sortie ». Il avait été envoyé 1 semaine avant l'incendie. « Victoria, tu dois comprendre que le moment n'est pas encore venu. Isabella doit accoucher. Ensuite, je demanderai le divorce et tout sera légal. En attendant, comporte-toi bien. Ne gâche pas ce que j'ai construit. Si tu fais une folie, tu nous détruiras tous les deux. » Thomas referma doucement l'ordinateur. Quelques heures après ce message, Victoria a acheté de l'essence dans une station-service proche du lieu du mariage.
Le silence qui suivit fut insupportable. Isabella se couvrit le visage de ses mains. Elle ressentait un mélange de dégoût et de rage. Il savait ce qui pouvait arriver. Il la connaissait. Il savait qu'elle était instable, et pourtant, il la laissait venir. J'en ai bien peur. Et que compte faire maintenant Monsieur Kane? Coopérer avec la police, remettre ses preuves, porter plainte pour détournement de fonds et complicité si sa participation à la tentative de meurtre est confirmée. Isabella baissa les yeux vers son ventre. La petite bougea, comme pour répondre à sa mère. Je ne le laisserai jamais approcher ma fille. Cela sera également discuté. Richard a déjà demandé des mesures de protection. La porte s'ouvrit et Elena entra avec un sac de vêtements propres. Elle s'arrêta en voyant le visage pâle de sa sœur. « Que se passe-t-il » Isabella tendit la main et lui montra l'ordinateur. Là, dedans, il y a toute la vérité. Elena le regarda quelques secondes, puis leva les yeux vers l'avocat. « Et vous, qui gagnez-vous » ?« Rien. Je fais ce que ma conscience m'impose. » Après son départ, les deux sœurs restèrent en silence. Isabella ne pouvait s'empêcher de repenser à chaque ligne de ses courriels. Tout avait été calculé, chaque sourire, chaque mot tendre, chaque baiser. Dans l'après-midi, un officier apporta une copie du rapport préliminaire. Les autorités avaient déjà interrogé Edward. Il proclamait son innocence. Il affirmait que Victoria avait agi seule, qu'il était lui aussi victime de son obsession. Isabella lut la déclaration avec incrédulité. « J'aimais ma femme, mais Victoria a perdu le contrôle. Jamais je n'aurais imaginé qu'elle puisse faire une chose pareille. » Isabella laissa tomber le papier. « Menteur !» Elena la serra dans ses bras. « Ne te laisse plus briser. Tu as maintenant les preuves. » Isabella inspira profondément. Le feu l'avait brûlée, mais la vérité brûlait plus encore. Elle regarda par la fenêtre. Le ciel du soir se teintait d'orange. Un instant, elle crut voir son propre reflet, différent, plus fort. Cette nuit-là, avant de dormir, elle écrivit dans un carnet que l'infirmière lui avait apporté. « Le feu m'a montré qui sont les monstres qui se cachent sous les costumes élégants. Mais il m'a aussi révélé qui je suis. Plus de silence, plus de peur. » Elle referma le carnet avec fermeté et le posa à côté de son lit. Puis caressa son ventre et murmura. « Tout cela, c'est pour toi, Grace, pour nous. Plus jamais personne ne nous utilisera. » Dans un autre bureau du bâtiment, Richard Kane signait les documents pour remettre les preuves au procureur. L'homme qui autrefois avait protégé son fils l'exposait désormais. Il savait que cette décision détruirait le nom qu'il avait construit pendant 40 ans, mais il savait aussi que c'était la seule façon de retrouver son honneur. Dans la chambre 312, Isabella éteignit la lumière. Pour la première fois depuis l'incendie, elle dormit sans rêver de flammes. Elle dormit en rêvant de justice. Le soir tomba sur la ville avec une teinte grise, comme si le ciel partageait la lourdeur qui habitait le cœur d'Isabella Carter. 3 jours s'étaient écoulés depuis que l'avocat Thomas Green lui avait montré les courriels d'Edward Kane. 3 jours depuis qu'elle avait compris que son mariage n'avait été qu'une transaction et non une histoire d'amour. Dans sa chambre d'hôpital, l'air était lourd, saturé de silence et de pensée. L'horloge marquait 5 heures. Isabella observait les ombres qui s'allongeaient sur le mur quand la porte s'ouvrit sans prévenir. La détective Laura Mendoza entra, accompagnée d'un technicien du son tenant un enregistreur. Son expression était grave, presque désolée. « Madame Carter, excusez-leur, mais je dois vous montrer quelque chose. C'est une preuve récente. Elle peut aider à comprendre ce qui s'est passé. » Isabella se redressa avec difficulté. Son ventre bougea sous la couverture. Le bébé était toujours actif, ignorant le chaos du monde extérieur. Quel genre de preuve? Un enregistrement. La police l'a obtenu du téléphone de Victoria Moore. Il a été trouvé hier lors de la fouille de son appartement. La détective brancha l'appareil. Un clic, puis un bref bourdonnement, et la voix d'un homme remplit la pièce. C'était celle d'Edward. « Victoria, tu dois te calmer. Tu ne peux pas faire un scandale maintenant. » Puis la voix de la femme, bouleversée, tremblante. « Tu m'avais promis que tu la quitterais. Tu m'as dit qu'après la naissance du bébé, tout serait différent. Mais tu es encore avec elle.
Tout le monde croit que vous êtes heureux. Tu m'as menti. Je t'ai dit d'attendre. Ne gâche pas ce que je construis. Isabella n'est qu'une obligation, une étape nécessaire. Ne fais pas de bêtises. Je ne suis pas une bêtise. Je t'aime. Alors prouve-le. Si tu m'aimes vraiment, agis comme quelqu'un d'intelligent. Un silence suivit, puis un souffle. Que veux-tu dire par là, Edward? Je veux dire qu'il y a des façons de résoudre les problèmes, mais pas avec des larmes. Je ne peux pas te dire quoi faire, mais tu sais ce qui nous empêche d'être ensemble. L'enregistrement se termina sur un bruit de fond. Isabella resta sans souffle. Sa poitrine se soulevait difficilement. « Vous avez entendu cela ?» demanda la détective. Il ne lui ordonne pas directement de vous faire du mal, mais il la manipule. Il la pousse à agir. C'est une forme de contrôle psychologique. Isabella ne répondit pas. Son regard restait perdu dans le vide. La voix d'Edward résonnait encore dans son esprit. Cette froideur, cette manière de déguiser la cruauté sous la logique. Quand cet enregistrement a-t-il été fait? Demanda T.L. enfin. 2 jours avant l'incendie. Helena, qui écoutait depuis le coin de la pièce, s'avança furieuse. C'est une confession déguisée. Il savait qu'elle était instable, et il s'en est servi. La détective hocha la tête. Nous préparons les accusations. Victoria sera jugée pour tentative de meurtre, mais cette preuve ouvre la possibilité d'inculper Edward comme complice. Isabella ferma les yeux. Il l'a manipulée. Il l'a transformée en arme. Exactement, répondit la détective. Victoria Moore n'est pas innocente, mais elle n'a pas agi seule. Elle était piégée dans un réseau de mensonges et de dépendance émotionnelle. Pendant un instant, Isabella ressentit quelque chose de déroutant. Ce n'était pas de la compassion, mais une compréhension amère. Elle aussi avait été prisonnière, pas de la folie, mais de la manipulation. Edward avait su les contrôler toutes les deux, l'une avec un amour fin, l'autre avec des promesses de pouvoir. « Puis-je garder une copie de cet enregistrement ?» demanda T.L. « Oui. Le procureur autorise que vous l'écoutiez autant que nécessaire. » Quand la détective partit, Isabella resta silencieuse. Helena l'observait avec inquiétude. « Que comptes-tu faire de tout cela ?»« L'utiliser. Personne ne racontera mon histoire à ma place. C'est moi qui la raconterai. » Cette nuit-là, le sommeil fut impossible. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait la flamme s'allumer et la voix d'Edward dire « Agis comme quelqu'un d'intelligent ». Elle se leva, prit l'ordinateur portable et l'alluma. Elle ouvrit un nouveau document et commença à écrire. Ce n'était ni une plainte ni une lettre, c'était un témoignage, une manière de reprendre le contrôle de sa vie. Elle écrivit « On nous apprend à nous taire quand quelque chose fait mal, mais le silence protège les coupables. Je ne me tairai plus. » Pendant qu'elle tapait, elle repensa aux paroles de la détective sur Victoria. Elle était piégée. Elle imagina la femme blonde, seule dans son appartement, lisant les messages d'Edward, croyant à l'amour alors qu'il ne s'agissait que de manipulation. Le lendemain matin, Thomas Green revint. Il portait une enveloppe scellée avec l'emblème du parquet. Le juge a autorisé la détention préventive d'Edward. Il ne pourra pas quitter le pays. Il a déjà été arrêté? Pas encore. La presse n'est pas au courant, mais l'ordre sera exécuté dans les prochaines heures. Cependant, je dois vous prévenir, il a des contacts. Il essayera de se défendre en disant que Victoria a agi par jalousie, qu'il est une autre victime. Isabella le fixa droit dans les yeux. Qu'il essaie. Je n'ai plus peur de ces mensonges. Ah non. Thomas sortit un autre document. Et ceci est important. Victoria a demandé à vous parler. Depuis la prison, elle dit qu'elle doit vous dire quelque chose. Helena intervint aussitôt. N'y pense même pas, Isa. Cette femme a failli te tuer. Mais Isabella ne répondit pas immédiatement. Elle ressentait un mélange de curiosité et de besoin. Il y avait encore quelque chose dans cette histoire qu'elle ne comprenait pas complètement. « J'accepte. Je veux l'entendre. » L'avocate acquiesce. « Je vais tout organiser. Mais vous devrez être accompagné et sous protection policière. » Cet après-midi-là, le ciel s'assombrit soudainement. La pluie commença à frapper les vitres de l'hôpital. Isabella regarda les gouttes glisser sur le verre. Elle pensa que la vie, comme l'eau, trouvait toujours un chemin, même à travers les fissures. Le soir, la télévision diffusa un reportage spécial sur l'affaire. Les images montraient Victoria Moore menottée,
descendant d'un véhicule de police. Son visage était pâle, sans maquillage, ses yeux creusés. Un journaliste commentait. L'ancien employé de Kane Global a avoué avoir attaqué l'épouse de son patron, mais affirme avoir été manipulée psychologiquement. Isabella éteignit le téléviseur. Elle s'allongea avec difficulté et posa une main sur son ventre. « Je ne veux pas que tu grandisses dans un monde où le mensonge règne. » Le moniteur cardiaque émettait un bip régulier. Dans la fatigue, elle pensa à Edward, à sa voix, à sa façon de tordre la vérité pour en faire une arme. Elle pensa à Victoria, à la manière dont elle aussi avait été façonnée par ce même poison. Au milieu de la nuit, le téléphone de la chambre sonna. Elena répondit à moitié endormie. En raccrochant, elle la regarda avec gravité. C'était Thomas. La police a arrêté Edward il y a 1 heure. Ils l'ont sorti de son appartement menotté. La presse est déjà au courant. Isabella ne dit rien. Elle ferma les yeux. Pour la première fois depuis l'incendie, elle ressentit quelque chose qui ressemblait à un soulagement. Ce n'était pas de la joie. C'était la certitude que la justice commençait à se mettre en marche. Dehors, la pluie continuait de tomber. À l'intérieur, Isabella repensait aux mots qu'elle avait entendus pendant l'enregistrement. Obligation. C'est ainsi qu'Edward l'avait appelé. Une obligation. Mais maintenant, en sentant sa fille bouger sous sa main, elle comprit qu'aucune vie née de la douleur n'est un fardeau. C'était une promesse de ne plus jamais céder au silence ni à la soumission. Elle regarda vers la fenêtre, où la tempête commençait à se dissiper. Les nuages s'ouvraient et un rayon de lumière traversait le ciel. La marionnette appelée Victoria avait détruit une partie de sa vie, mais elle avait aussi révélé le vrai visage de l'homme qui voulait les contrôler toutes les deux. Isabella inspira profondément. Elle savait que le feu était éteint, mais que la reconstruction ne faisait que commencer. L'aube arriva enveloppée d'un brouillard épais sur la ville. Devant la façade de l'hôpital, un groupe de journalistes attendait depuis tôt le matin. Les micros se levaient à chaque arrivée ou départ d'une ambulance. L'affaire Isabella Carter et Edward Kane était devenue le scandale le plus commenté du pays. Les unes des journaux parlaient de trahison, de manipulation et de feu. Le nom de la famille Kane, symbole de pouvoir pendant des décennies, apparaissait désormais aux côtés de mots comme crime et corruption. À l'intérieur de l'hôpital, Isabella regardait les informations depuis son lit. La télévision montrait des images d'Edward menotté, entouré de policiers. Son visage était pâle, mais son expression restait froide. Le journaliste annonçait qu'il avait été arrêté pour fraude corporative et pour complicité possible dans la tentative d'assassinat de son épouse. Isabella baissa le volume. Elle ne supportait plus d'entendre. Elena, sa sœur, entra avec un café. « Tout le monde est au courant, Isa. Il n'y a plus de retour possible. » Isabella acquiesça sans parler. L'infirmière avait retiré les bandages de son cou ce matin-là. Il restait des cicatrices, des marques rosées qui brûlaient au contact de l'air. Mais la douleur physique ne comptait plus vraiment. En fin de matinée, Thomas Green, l'avocat, apparut avec un dossier sous le bras et un air grave. Monsieur Richard Kane a convoqué une conférence de presse. Elle aura lieu cet après-midi au siège principal de l'entreprise. Isabella le regarda, surprise. Il va parler? Oui, et pas seulement du procès. Il va rendre publiques les preuves de malversation commises par son fils. Un long silence suivit. Isabella comprit la portée de ce geste. Ce n'était pas seulement un père trahissant son fils, c'était la chute d'un empire bâti sur les apparences. À 16 heures, la télévision transmit l'événement en direct. Richard Kane Sr. apparut sur scène, accompagné de son épouse Margaret. Devant les flashs, sa silhouette imposait le respect. Sa voix résonna ferme. Pendant des années, la famille Kane a représenté le succès et la responsabilité. Aujourd'hui, je dois admettre que nous avons échoué. Mon fils Edward a commis des actes qui déshonorent notre nom. Il a trompé notre entreprise, trahi la confiance de sa famille et blessé irréparablement une femme innocente. Les journalistes gardèrent le silence. Richard continua. J'ai remis aux autorités toute la documentation prouvant ces crimes. Je ne protégerai pas un criminel, même s'il porte mon sang.
La caméra montra Margaret pleurant discrètement. Isabella observait la scène depuis l'hôpital. Elle ressentait un mélange de compassion et de justice. Pour la première fois, quelqu'un de puissant refusait de couvrir le mal. Ce soir-là, les réseaux sociaux explosèrent. Des milliers de commentaires saluaient le courage de Richard. D'autres le critiquaient pour ne pas avoir vu plus tôt la vraie nature de son fils. L'image du patriarche, seul devant le micro, devint le symbole d'une génération qui avait toléré trop de silence. Pendant ce temps, Edward était transféré dans un centre de détention spécial. Son avocat tentait d'obtenir sa libération conditionnelle, mais le juge refusa. Les preuves étaient accablantes. Les emails, les enregistrements, les transferts bancaires, tout l'accusait. À l'hôpital, Isabella reçut la visite d'une journaliste qui demandait une interview exclusive. Elle les refusa poliment. « Je ne veux pas de célébrité. Je veux la paix. » La journaliste insista. « Votre histoire peut inspirer beaucoup de femmes. »« Je ne suis pas encore prête à parler, » répondit Isabella. Lorsque la journaliste partit, Elena s'approcha. « Tu n'as jamais réfléchi à la façon dont tout a commencé? Tout ce scandale, le feu, les mensonges, tout ça pour le pouvoir. » Isabella chiesa. Le pouvoir sans amour est du poison. Il transforme tout en cendres. Le lendemain, l'hôpital reçut un appel anonyme. Quelqu'un tenta de diffuser des photos d'Isabella blessée. L'équipe médicale, suivant les ordres de Richard, renforça la sécurité. La presse n'y aurait pas accès. Thomas fut celui qui l'en informa. Quelqu'un des médias paie pour obtenir vos images. Ils veulent vous montrer comme une victime. Je le suis déjà, répondit-elle calmement, mais ils ne feront pas de moi un trophée. Oui. Pendant ce temps, dans les journaux télévisés, les analystes économiques débattaient de l'avenir de Kane Global. Les actions s'effondraient. Les associés exigeaient des explications. Certains employés parlaient de démission. L'empire s'écroulait, non par manque d'argent, mais par perte de confiance. Dans un bureau vide, Richard regardait la ville à travers la fenêtre. À ses côtés, Margaret l'observait en silence. « Tout cela en valait-il la peine ?» demanda-t-elle. « Oui, peu. Perdrons-nous l'entreprise, mais nous gagnerons quelque chose de plus précieux, la dignité. » Margaret soupira et posa la tête sur son épaule. Pour la première fois depuis longtemps, ils respirèrent sans le poids des apparences. Cette même nuit, Edward demanda à parler à son père. On le conduisit dans une salle d'interrogatoire. Richard entra, accompagné d'un garde. En face de lui, son fils paraissait fatigué, le visage mal rasé. « Tu es venu savourer ma chute ?» dit Edward avec sarcasme. « Je suis venu comprendre à quel moment tu as cessé d'être humain. Je ne l'ai jamais été à ta manière. J'ai seulement appris ce que tu m'as enseigné, que l'argent résout tout. » Richard le regarda sans un mot. « Tu t'es trompé. L'argent n'efface jamais la conscience. » Edward eut un sourire amer. « Et que gagnes-tu avec tout ça? Être le héros qui livre son fils? Non. Être l'homme qui a enfin cessé de mentir. » Soit. Le garde intervint. La visite était terminée. Richard sortit sans se retourner. À l'hôpital, Isabella sentit un léger mouvement dans son ventre. Le bébé semblait plus agité que d'habitude. L'infirmière plaça le capteur du moniteur. Le cœur du fœtus battait fort. Isabella sourit pour la première fois depuis des jours. « Tu es forte, comme ton grand-père », murmura-t-elle. Elena la regarda et sourit aussi. « Tu crois que tout cela en vaudra la peine un jour ?»« Oui, parce que la vérité vaut toujours plus que le silence. » Les heures passèrent lentement. Dehors, la pluie recommença à tomber. Les gouttes frappaient les vitres avec un rythme régulier. Isabella pensa à tout ce qu'elle avait perdu, mais aussi à ce qu'elle avait gagné. La liberté. Le feu l'avait détruite, mais le scandale l'avait libérée. À minuit, elle alluma la télévision. Le journal télévisé montrait les images du siège de Kane Global. La police sortait des cartons de documents. Le reporter expliquait que l'entreprise coopérait pleinement. Dans un geste symbolique, Richard Kane avait ordonné d'abaisser le drapeau de la société. À sa place flottait un drapeau blanc. Isabella éteignit la télévision et resta plongée dans l'obscurité. « L'Empire brûle », murmura-t-elle, « mais pas avec moi à l'intérieur. »
Le moniteur émettait son bip régulier. Dans sa poitrine, une nouvelle paix commençait à grandir. Elle n'avait plus peur, aucun feu ne pouvait plus la consumer. Il ne restait plus qu'à reconstruire. La lumière du matin entrait doucement par la fenêtre de l'hôpital. Après tant de nuits d'insomnie, Isabella Carter avait enfin réussi à dormir un peu. Sa respiration était calme, même si son corps restait faible. Les brûlures guérissaient peu à peu, mais les cicatrices intérieures faisaient encore plus mal que celles qu'on voyait. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle aperçut sa sœur Helena, assise près du lit, avec une tasse de café et un journal à la main. En première page figurait une photo de Richard Kane Sr. devant un micro, accompagné d'un titre en grandes lettres. Le PDG brise le silence et livre son fils à la justice. Helena leva les yeux et esquissa un sourire fatigué. Le monde entier parle de vous. Isabella soupira. Je ne voulais pas de renommée, seulement la paix. Parfois, la vérité fait plus de bruit que le scandale, répondit sa sœur. Mais ce n'est pas fini. Avant qu'elle ne puisse ajouter un mot, la porte s'ouvrit. Margaret Kane, la mère d'Edward, entra. Elle portait un tailleur beige simple et tenait une petite boîte dans les mains. Son visage exprimait un mélange de peur et de détermination. Helena se leva aussitôt, sur la défensive. « Que faites-vous ici ?»« Je ne viens pas au nom d'Edward, » dit Margaret d'une voix posée. « Je viens pour moi, pour faire ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. » Isabella la regarda avec prudence. Elle ne l'avait pas vue depuis l'incendie. Pendant des années, elle avait considéré sa belle-mère comme une femme élégante, discrète et distante. Toujours souriante lors des réceptions, mais indifférente à ce qui se passait réellement dans la famille. « Vous pouvez rester, » dit Isabella d'une voix faible. « Mais ne me parlez pas de votre fils. » Margaret acquiesça. Elle s'approcha lentement et posa la boîte sur la table. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur brillait une bague ornée d'une grande émeraude entourée de petits diamants. « Cette bague appartenait à ma grand-mère, » expliqua-t-elle. « C'est le bijou le plus ancien de la famille Kane. » Elle se transmettait aux épouses qui avaient prouvé leur force et leur loyauté. Pendant des années, je l'ai gardée en attendant le bon moment, mais je ne te l'ai jamais donnée parce que je pensais que tu ne durerais pas dans notre monde. Je te croyais trop fragile. Aïe! Isabella la regarda calmement. « Et maintenant vous pensez que je la mérite. »« Maintenant je le sais, » répondit Margaret. « Tu as survécu à quelque chose qu'aucune de nous n'aurait pu endurer. Tu as protégé ton enfant alors que la mort te frôlait. J'ai été complice du silence. J'ai vu les signes. J'ai vu Edward changer, devenir cruel, et je n'ai rien fait. J'ai gardé le silence pour ne pas entacher notre nom. » Sa voix se brisa. Ses mains tremblaient en tenant la boîte. « Je te dois des excuses. » Helena fronça les sourcils. « Des excuses pour avoir détourné le regard pendant que ton fils la détruisait. » Margaret baissa la tête. « Oui, et pour lui avoir appris que l'argent pouvait tout justifier. J'ai moi aussi fait partie du feu, même si je ne l'ai pas allumé. » Isabella se redressa lentement. « Je ne sais pas si je peux vous pardonner, mais j'apprécie que vous soyez venu. » Margaret esquissa un sourire triste. « Je ne te demande pas pardon pour me sentir mieux. Je le fais parce que je veux que ma petite fille hérite d'autre chose. Pas de bijoux ni d'un nom, mais de valeurs. Je veux qu'elle sache que sa grand-mère a compris ses erreurs et les a reconnues. » Elle tendit la bague vers elle. « Prends-la, pas pour moi, mais pour Grace. Pour qu'un jour elle sache qu'il y a eu une femme dans cette famille qui a voulu briser le cycle. » Isabella hésita quelques secondes, puis prit la boîte. La bague était plus lourde qu'elle ne l'imaginait. Non à cause du métal, mais du poids de son histoire. « Merci, je la garderai pour elle. » Margaret poussa un soupir de soulagement et s'assit sur la chaise à côté du lit. « Je ne peux pas effacer le passé, mais je peux utiliser ce que j'ai pour t'aider. Richard et moi avons ouvert un compte au nom de ta fille. Nous voulons assurer son avenir. »« Je ne veux pas de votre argent, » répondit Isabella aussitôt. « Ce n'est pas de la charité, » dit Margaret. « C'est la justice. Ce qu'Edward a volé doit vous revenir. Cet enfant est la seule innocente dans toute cette histoire. » Un long silence s'installa. On n'entendait que le bip du moniteur fœtal et le bruit de la pluie sur les vitres. Margaret reprit la parole, d'une voix plus douce. « Hier soir, après la conférence, Richard et moi avons parlé pendant des heures. Je lui ai dit que, pour la première fois, je me sentais libéré du mensonge. Nous n'avons plus rien à cacher.
Peut-être perdrons-nous l'entreprise, mais nous garderons quelque chose de plus précieux, la conscience tranquille. Helena observait la scène sans rien dire. Elle vit que les larmes de Margaret n'étaient pas feintes. « Avez-vous vu votre fils depuis son arrestation ?» demanda Isabella. « Non, je n'en ai pas le courage, et si je le voyais, je ne saurais quoi lui dire. Peut-être que je l'aime encore, mais que sa mère ne le protège plus. » Zan. La phrase resta suspendue dans l'air. Isabella sentit une douleur étrange mêlée de respect. La femme en face d'elle n'était plus l'épouse du magnat qu'elle connaissait, mais une mère brisée cherchant à réparer ce qu'il restait. « Madame Kane, dit Isabella d'une voix ferme, je veux que vous sachiez que je n'élèverai pas Grace dans la haine. Je lui parlerai de son père quand il le faudra, mais je lui parlerai aussi de vous, de votre courage à reconnaître la vérité. Honey, Margaret Pritzamain, c'est plus que ce que nous méritons. » L'infirmière entra avec une nouvelle perfusion et s'arrêta en voyant la visiteuse. Margaret se leva. « Je dois partir. Il y a des journalistes dehors. S'ils me voient ici, ils inventeront des histoires. »« Je me moque de la presse, » répondit Isabella. « Mais la vérité, elle, m'importe. Et aujourd'hui, vous en avez apporté une part. » Margaret sourit pour la première fois avec sincérité. « Tu es une femme plus forte que nous, toutes réunies. » Avant de partir, elle laissa une enveloppe sur la table. À l'intérieur, il y a des documents. Les titres d'un petit appartement qui est maintenant à toi. Un lieu où tu pourras recommencer quand tu sortiras d'ici. Il n'est pas au nom de la famille Kane. Personne ne pourra te l'enlever. Quand la porte se referma, Isabella resta à contempler la bague. L'émeraude reflétait la lumière du crépuscule qui entrait par la fenêtre. Helena s'approcha. « Tu vas garder tout ça ? Pas pour moi, pour ma fille. Elle mérite une autre histoire. » Cette nuit-là, Isabella ouvrit l'enveloppe. Parmi les papiers, il y avait une note écrite à la main. « Tout perdre a été la seule façon de comprendre ce qui compte vraiment. Prends soin de Grace. Prends soin de toi. Signé. Margaret. » Isabella rangea la lettre à côté de la bague. Pour la première fois, elle sentit que le cycle de la culpabilité commençait à se briser. Il n'y avait pas de victoire, mais une forme de rédemption. La famille Kane, jadis symbole d'arrogance, commençait enfin à se reconstruire sur la vérité. En éteignant la lumière, elle pensa à Richard, à son courage d'affronter le monde, et à Margaret, qui avait trouvé sa force dans l'humilité. Peut-être que tous les Kane n'étaient pas perdus. Pendant ce temps, le bébé bougea doucement dans son ventre. Isabella sourit et murmura. « Ton héritage ne sera pas l'argent, mais la dignité. » Dendu. Le moniteur émettait un son régulier. Dehors, la pluie s'était arrêtée. Pour la première fois, le silence ne pesait plus. C'était un silence pur, rempli d'espérance. La nuit était tombée sur l'hôpital avec un calme trompeur. Les lumières du couloir se reflétaient sur le sol brillant et le son des moniteurs remplissait le silence de leur rythme régulier. Isabella Carter ne pouvait pas dormir. La douleur des brûlures avait diminué, mais à l'intérieur d'elle, une pression étrange commençait à grandir. Sa respiration devenait irrégulière. Elle posa une main sur son ventre et sentit un mouvement brusque. Sa fille était agitée, comme si elle pressentait que quelque chose allait arriver. Helena, qui dormait dans le fauteuil à côté du lit, se réveilla en sursaut en entendant un gémissement. « Isa, qu'est-ce qui se passe ?»« Je ne sais pas. Le bébé bouge trop. Je ressens des contractions. » Helena courut chercher une infirmière. En quelques minutes, la chambre se remplit de voix et de pas précipités. Un médecin examina les moniteurs et fronça les sourcils. « Elle entre en travail prématuré. Nous devons la transférer immédiatement en maternité. » Isabella tenta de rester calme, mais la peur lui serrait la poitrine. Elle n'avait que 7 mois et demi de grossesse. Son corps était encore faible. La civière avançait dans les couloirs éclairés et l'écho des roues se mêlait au battement du cœur de la petite sur le moniteur portatif. Dans la salle d'accouchement, l'air sentait le désinfectant et la tension. Les infirmières préparaient les instruments pendant que le médecin expliquait la situation. « Votre bébé est fort, mais nous devons agir vite. Les brûlures récentes peuvent compliquer le travail. Gardez votre calme et respirez. » « One,
Isabella hocha la tête, même si la douleur la pliait en deux. Elle se souvint des paroles de sa mère avant de mourir. Donner la vie est toujours une manière de défier la mort. Les contractions devinrent plus intenses. Chacune semblait lui arracher une partie de l'âme, mais elle ne cria pas. Elle ne voulait pas que sa fille entende la peur en arrivant au monde. Helena restait derrière la vitre, les yeux pleins de larmes. Dans le couloir, Richard Kane Sr. attendait des nouvelles. Il était arrivé quelques minutes plus tôt, prévenu par Thomas Green. Il portait son costume sombre habituel, mais ses mains tremblaient comme celles d'un homme ordinaire. « Comment va ma belle-fille » demanda-t-il à une infirmière. « Elle se bat, monsieur, mais elle est forte. Votre petite fille aussi. » Le temps semblait suspendu. Isabella serrait les dents, haletante, transpirante. Chaque effort était une bataille. Dans son esprit apparaissaient des images de feu, d'eau, du visage d'Edward la regardant sans bouger. Mais ce visage s'effaçait peu à peu, remplacé par un autre. Celui de sa fille, qu'elle n'avait pas encore vu, mais qu'elle connaissait déjà. Le médecin leva les yeux. « Nous devons pratiquer une césarienne. » Sa tension chute. « Faites-le, » dit Isabella d'une voix rauque. La lumière de la salle d'opération s'intensifia. Les masques cachaient les visages des médecins, mais leurs yeux exprimaient une concentration absolue. Le scalpel brilla un instant. Le rythme du moniteur s'accéléra. Isabella sentit le monde tourner. « Respirez profondément, Isabella, c'est presque fini. » 1 minute plus tard, un cri aigu traversa la pièce. Le temps s'arrêta. Tous les sons disparurent, sauf ce cri minuscule, fragile, mais plein de force. Le médecin leva le bébé enveloppé dans une couverture blanche. Une belle petite fille. Elle est vivante et respire toute seule. Isabella éclata en sanglots. Les larmes coulaient sans contrôle. Elle tendit ses mains tremblantes. Quand on posa la fillette sur sa poitrine, toute la douleur du monde s'effaça. « Bienvenue, Grace, » murmura-t-elle. « Tu es mon miracle. » La chaleur du petit corps de sa fille contrastait avec le froid de ses mains. La petite bougeait les lèvres comme pour chercher du réconfort. Isabella la regarda avec dévotion, comme on contemple la première lumière après une longue nuit. Derrière la vitre, Richard observait en silence. Des larmes montèrent à ses yeux. Il n'était plus un homme d'affaires à cet instant. Il était un grand-père voyant naître l'espérance. Quelques heures plus tard, Isabella fut transférée dans une chambre spéciale. La petite dormait dans un berceau transparent à côté du lit, relié à un petit capteur mesurant sa respiration. Le cœur de la mère battait encore vite, mais son visage rayonnait de paix. Helena entra doucement, incapable de contenir son émotion. « Elle est parfaite, Isa. » « Oui, c'est le feu transformé en vie. » Richard entra quelques minutes plus tard. Il marcha prudemment, incertain d'avoir le droit d'être là. Isabella le regarda et acquiesça. Il s'approcha du berceau. Le bébé remua une minuscule main. « Je n'aurais jamais cru pouvoir ressentir cela à nouveau, » dit-il d'une voix tremblante. « Quand j'ai vu le feu, j'ai cru que tout était perdu. Mais cet enfant nous rend ce que mon fils a détruit. » Isabella l'écouta sans rancune. « Je ne veux pas que Grace grandisse dans la haine de son nom. Je veux qu'elle apprenne de nos erreurs. » Richard hocha la tête. « Et elle le fera. Je lui raconterai la vérité en temps voulu, pas comme une histoire de honte, mais comme une histoire de rédemption. » Helena sortit pour leur laisser un moment. Isabella regarda sa fille endormie et parla doucement. Quand elle grandira, elle saura qu'elle a été aimée dès le premier instant, que sa mère n'a jamais abandonné. Richard resta silencieux. La lumière de la lampe dessinait sur son visage les années de culpabilité et de fatigue. J'ai demandé à l'avocat de créer un fonds à son nom. Ce n'est pas de l'argent pour effacer ce qui s'est passé. C'est une promesse qu'elle ne manquera jamais de rien. Isabella le remercia d'un regard. Merci, mais la seule chose dont j'ai besoin maintenant, c'est de temps. Richard eut un sourire triste. Je vais essayer de t'en donner aussi. La nuit avançait. Dans le couloir, les infirmières parlaient à voix basse. L'une d'elles confia qu'elle n'avait jamais vu un bébé aussi fort. Née avant terme, elle respirait avec la détermination de ceux qui refusent d'être vaincus. À minuit, Isabella se réveilla en entendant un petit pleur. Elle prit Grace dans ses bras.
Dehors, la lune brillait sur la vitre. Elle lui parla d'une voix douce. « Ton père a choisi le feu. Nous avons choisi la vie. » La petite se calma et s'endormit contre sa poitrine. Isabella ferma les yeux et la serra doucement. Dans son esprit, le feu qui l'avait marqué se transformait en une flamme différente, une flamme qui ne brûlait plus, mais éclairait. Quand le jour se leva, l'hôpital se remplit de lumière. Les infirmières apportèrent des fleurs et des messages de félicitations. Certains venaient d'inconnus qui avaient suivi son histoire dans les journaux. D'autres provenaient d'employés de l'entreprise Kane, la remerciant pour son courage. Isabella les lut un par un et sourit. Thomas Green arriva peu après. « La presse veut savoir comment vous allez. Dites-leur que je suis en vie, que ma fille est en vie, et que cela suffit. » L'avocat acquiesce. « Madame Carter, vous n'avez pas seulement survécu au feu, vous l'avez vaincu. » Elle regarda Grace, qui dormait paisiblement. « Je ne l'ai pas vaincue seule, c'est elle qui m'a sauvé en premier. » L'horloge indiquait 8 heures. La vie suivait son cours. Le battement du cœur de la petite se mêlait au bip du moniteur. Isabella ferma les yeux un instant. Pour la première fois, l'avenir ne lui faisait plus peur. Il était incertain, oui, mais rempli de lumière. Le feu avait essayé de la détruire. Au lieu de cela, il l'avait transformée. Et dans le berceau à ses côtés, une enfant née des cendres respirait doucement, prête à commencer l'histoire que sa mère avait survécu pour raconter. L'aube du jour du procès enveloppait la ville d'un ciel gris et d'une pluie fine. Devant le tribunal, des dizaines de caméras attendaient l'arrivée des protagonistes de l'affaire qui avait bouleversé le pays. Sur les pancartes, on pouvait lire « Justice pour Isabella Carter ». Certains curieux criaient le nom d'Edward Kane avec mépris, tandis que d'autres filmaient avec leur téléphone. C'était le spectacle d'une chute annoncée. À l'intérieur du bâtiment, l'air sentait le papier, le café et la tension. Isabella se trouvait dans une salle attenante, accompagnée de sa sœur Helena et de l'avocat Thomas Green. Elle portait un tailleur noir simple et un foulard bleu qui cachait les cicatrices de son cou. Dans ses bras, elle tenait une chemise contenant les documents du dossier et une petite photo de sa fille Grace. Elle l'avait laissée ce matin-là à une infirmière de confiance. Avant de partir, elle lui avait murmuré « Je reviendrai vite, aujourd'hui commence notre avenir ». Helena la regardait avec fierté. « Tu n'as pas à le regarder, écoute seulement le juge ». Isabella hocha la tête. « Je le regarderai. J'en ai besoin, pas pour lui, mais pour moi. » Là. À 9 heures précises, les gardes ouvrirent la porte de la salle principale. Les caméras capturèrent chaque mouvement. Edward Kane entra menotté, vêtu d'un costume gris froissé, le visage fermé. Ses cheveux, autrefois impeccables, tombaient désormais en désordre. Sur le banc des témoins se trouvait Victoria Moore, son ancienne maîtresse, vêtue d'un uniforme beige de prison. Ses mains tremblaient sous les éclairs des flashs. Le juge, un homme âgé à la voix grave, demanda le silence. L'audience de l'affaire 42 à 17 est ouverte. L'accusé, Edward Kane, est poursuivi pour fraude corporative, détournement de fonds et complicité dans une tentative d'homicide. Thomas Green se leva pour présenter les preuves. Il parla avec calme, mais avec force. Il montra les courriels, les transferts bancaires et l'enregistrement où Edward manipulait Victoria. « Ma cliente, Madame Isabella Carter, ne cherche pas la vengeance. Elle cherche la vérité. Le feu a presque coûté sa vie, mais c'est le silence qui l'a le plus blessé. Aujourd'hui, ce silence prend fin. » Un murmure parcourut la salle. Edward le fixait sans ciller. Dans ses yeux se mêlaient orgueil et désespoir. Vint ensuite le tour de la défense. L'avocat d'Edward tenta de minimiser son rôle. « Mon client a été victime d'une femme instable qui a agi par obsession. Il n'existe aucune preuve directe qu'il ait ordonné l'attaque. » Thomas répliqua aussitôt. « Il n'avait pas besoin de l'ordonner. Il l'a provoqué par manipulation psychologique. Il l'a utilisé comme une arme. » Le juge demanda qu'on fasse écouter l'enregistrement. La voix d'Edward résonna dans la salle. « Si tu m'aimes vraiment, agis comme quelqu'un d'intelligent. » Le silence fut total. Isabella ferma les yeux. Elle ne voulait pas pleurer devant lui, mais une larme s'échappa. Victoria fut appelée à témoigner.
Elle marcha péniblement jusqu'à la barre. Son regard chercha celui d'Isabella. « Je suis désolé, dit-elle avant que le juge ne parle. Je suis vraiment désolé. » Le juge l'interrompit. « Répondez aux questions, Madame Moore. » Thomas s'approcha avec un document. « Reconnaissez-vous ce courriel ?»« Oui. Edward me l'a envoyé. Il me disait que si Isabella disparaissait, nous pourrions être ensemble. Il ne l'a pas dit ainsi, mais il le laissait entendre. J'étais faible, je l'ai cru. Vous a-t-il demandé de l'attaquer? Pas directement, mais il m'a fait sentir que je devais le faire, que c'était la seule façon de lui prouver mon amour. » Le juge la fixa attentivement. « Et vous l'avez fait par amour ou par peur? » ?»« Par les deux, parce que je l'aimais et parce que j'avais peur de le perdre. » Un nouveau silence tomba. Isabella la regarda et, un instant, sentit de la compassion, non pour son acte, mais pour la manipulation qu'elle avait subie. Victoria n'avait pas été seulement une criminelle, mais aussi une autre victime du même homme. Après plusieurs heures de témoignage, le procureur prit la parole pour sa conclusion. Edward Kane n'a pas allumé la flamme de ses mains, mais de ses mots. Il a utilisé le pouvoir, l'argent et la séduction comme des armes. Le feu n'était que le reflet de son âme corrompue. Le juge annonça une suspension. Isabella sortit dans le couloir où la presse l'attendait. Les flashs la frappèrent. Thomas et Helena la protégèrent pendant qu'ils rejoignaient une salle privée. À l'intérieur, Isabella inspira profondément. « Je ne savais pas que l'affronter ferait aussi mal. »« Tu t'en sors très bien, dit Helena. Chaque mot de lui prouve un peu plus qui il est vraiment. » Thomas regarda sa montre. Dans quelques minutes, ils liront le verdict. Préparez-vous. Ils retournèrent dans la salle. Richard Kane Sr. était déjà là, assis au fond, le visage grave et le regard fixé sur le juge. Quand Isabella passa près de lui, il hocha la tête en silence. Il n'osa rien dire. Le juge revint. Tout le monde se leva. Après examen des preuves et des témoignages, ce tribunal déclare Edward Kane coupable de fraude et de complicité dans une tentative d'homicide. Il est condamné à 7 ans de prison sans possibilité de réduction de peine. Le murmure fut immédiat. Certains applaudirent. D'autres restèrent figés. Edward se tourna vers son père. « Tu es satisfait maintenant ?» cria-t-il. « Tu livrerais ton propre fils juste pour laver ton nom ?» Richard se leva lentement. Sa voix fut basse mais ferme. « Non, je l'ai fait pour sauver ce qu'il restait encore de toi. » Les gardes emmenèrent Edward. Isabella le regarda une dernière fois. Elle ne ressentait plus de colère, seulement le vide. C'était un homme détruit par son propre orgueil. Dehors, la foule applaudissait. Isabella sortit au bras de sa sœur. Les caméras l'entourèrent, mais cette fois, elle ne se cacha pas. Elle leva les yeux vers le ciel où la pluie tombait doucement. « Que ressentez-vous en voyant la justice rendue ?» demanda un journaliste. « Aucune justice ne rend ce qui a été perdu, » répondit-elle. « Mais aujourd'hui, je sais que le silence ne m'appartient plus. » Au fond de la foule, Richard observait discrètement. Il avait tenu sa promesse. Le nom des Kane était souillé, mais sa conscience, elle, était enfin propre. Ce soir-là, chez elle, Isabella tenait Grace dans ses bras. Le bébé dormait paisiblement. La télévision repassait les images du procès. Thomas lui avait envoyé un court message. « Nous avons gagné. Live. » Helena éteignit la télévision. « Te sens-tu libre ?» Isabella esquissa un sourire fatigué. « Plus que libre, je me sens vivante. Et c'est suffisant. » Quand elle regarda sa fille, qui bougeait les mains comme pour découvrir le monde. Elle lui caressa la joue et murmura « Ta mère a combattu le feu, la peur et le mensonge. Mais toi, tu es né de tout cela. Tu es la preuve qu'on peut recommencer. » Dehors, la pluie continuait de tomber. Dans la rue, les panneaux lumineux affichaient les titres des journaux. Edward Kane, l'héritier condamné. Mais pour Isabella, l'important n'était pas la punition, c'était la fin. Enfin, le feu s'était éteint. Et à sa place, il ne restait que la vie. L'hiver commençait à se retirer lentement de la ville. La neige fondait sur les toits et les rues sentaient la pluie nouvelle. Une année s'était écoulée depuis le procès d'Edward Kane. Une année depuis qu'Isabella Carter avait regardé son bourreau dans les yeux et décidé d'avancer. Elle vivait désormais dans un petit appartement au bord du lac.
loin des immeubles de verre et des caméras qui avaient autrefois poursuivi son histoire. Chaque matin, le reflet du soleil sur l'eau lui rappelait que la vie, comme le feu, pouvait détruire ou purifier selon la façon dont on la regardait. Grace dormait dans son berceau blanc, le visage paisible. Isabella préparait du café et relisait les notes de son livre. Sur la table reposait une pile de feuilles annotées au crayon. C'était son témoignage, sa manière de guérir. Le titre, écrit sur la première page, disait « Cœur à l'épreuve du feu ». Elle avait commencé à l'écrire à l'hôpital, et, après des mois de nuit sans sommeil, elle le terminait enfin. Ce n'était pas un livre de vengeance, mais de renaissance. Le téléphone sonna, la tirant de ses pensées. C'était Thomas Green. « Isabella, la maison d'édition a confirmé la date. Ta présentation aura lieu la semaine prochaine, au Centre culturel. » Len. Ils veulent vraiment le publier? Pas seulement le publier. Ils veulent en faire le livre phare de la campagne sur la résilience féminine. Ton histoire inspire beaucoup de gens. Isabella sourit. Je n'aurais jamais imaginé qu'une douleur si profonde puisse devenir quelque chose de bon. La douleur peut brûler ou éclairer, répondit Thomas. Tu as choisi la lumière. Elle raccrocha et regarda sa fille. Grace bougea un peu, murmurant entre ses rêves. Isabella la couvrit d'une couverture, puis ouvrit le balcon. L'air froid lui caressa le visage. Un instant, elle pensa à tout ce qu'elle avait perdu. La maison, la confiance, les années d'amour trompeur. Mais elle pensa aussi à ce qu'elle avait gagné. La vérité, la liberté et le miracle de sa fille. Quelques jours plus tard, l'auditorium du centre culturel était plein. Le public s'installait en silence, tandis que les photographes ajustaient leurs caméras. Isabella monta sur scène, vêtue d'une robe blanche simple. À ses côtés, au premier rang, se trouvaient Helena, Thomas et Richard Kane Sr., qui avaient insisté pour venir. Il avait vieilli en 1 an, mais son regard était plus apaisé. Quand Isabella prit le micro, le murmure cessa. Il y a 1 an, le feu a failli me tuer. Mais il m'a aussi appris qu'il faut parfois brûler pour renaître. Je n'ai pas écrit ce livre pour rappeler la douleur, mais pour montrer que l'amour de soi est plus fort que n'importe quelle flamme. Un léger applaudissement parcourut la salle. Elle poursuivit. Pendant longtemps, je me suis cru victime d'un destin cruel. Aujourd'hui, je comprends que j'étais l'héroïne de ma propre renaissance. Alors que tout brûlait, une vie grandissait en moi. Cette vie m'a soutenu, m'a forcé à résister et m'a rendu l'espoir. Richard l'observait depuis son siège. À côté de lui, Margaret retenait ses larmes. Les médias parlaient à nouveau de la famille Kane, mais cette fois non pour leur pouvoir, mais pour leur volonté de rédemption. Isabella leva les yeux vers le public. À toutes les femmes qui m'écoutent, je veux dire ceci, si un jour le monde tente de vous éteindre, souvenez-vous que le feu peut aussi être votre allié. Le feu transforme, purifie et donne forme à ce qui renaît. Les applaudissements furent plus forts. Les caméras enregistraient chaque mot. Isabella respira profondément. « Merci de m'avoir permis de partager mon histoire. Je ne suis pas une héroïne. Je suis simplement une femme qui a refusé de mourir en silence. » Quand elle descendit de la scène, Richard se leva pour l'accueillir. « Ta mère serait fière, dit-il d'une voix tremblante. Et ta fille le sera aussi quand elle lira tes mots. » Isabella sourit. « Merci Richard. Vous aussi, vous avez changé. Ta force m'y a obligé. Il n'y a pas de meilleur maître que l'exemple. » La presse s'approcha avec des questions, mais Isabella demanda quelques minutes pour sortir à l'air libre. Elle marcha vers le jardin derrière l'auditorium. Le ciel était clair. Le soleil couchant illuminait les arbres dénudés. Elle ferma les yeux et respira profondément. Helena arriva derrière elle. « Tu as réussi. »« Non, nous avons réussi, » répondit Isabella. « Sans toi, je n'aurais pas survécu. » Helena la serra dans ses bras. « Tu sais, quand je t'ai vue à l'hôpital, j'ai cru que tu ne serais plus jamais la même. Maintenant, je comprends qu'il fallait que tu te brises pour te reconstruire. » Isabella sourit. « Exactement. Me briser a été ma seule façon d'être libre. » Au loin, Richard observait la scène. Margaret s'approcha de lui. « Je n'aurais jamais pensé que nous en arriverions là. »« Moi non plus, » répondit-il. « Mais peut-être est-ce le début de quelque chose de nouveau. » Jean,
Pendant ce temps, dans le hall, la télévision diffusait les images de l'événement. Les journalistes parlaient du courage d'Isabella et de l'impact de son histoire. Certains l'appelaient « la femme qui a vaincu le feu », d'autres « le phénix de la famille Kane ». Ce soir-là, Isabella rentra chez elle avec Grace endormie dans ses bras. Elle alluma une bougie sur la table. Ce n'était pas un geste religieux, mais symbolique. La flamme dansait doucement. « Plus de peur, ma petite. Plus d'obscurité », murmura-t-elle. Elle posa son livre à côté de la bougie. Sur la couverture, une image montrait une femme marchant parmi les cendres, les cheveux libres et le regard tourné vers l'horizon. C'était elle, mais cela pouvait être n'importe quelle femme. Elle prit sa fille et la berça lentement. Dehors, le vent faisait bouger les rideaux et le reflet du lac se projetait sur les murs. Isabella ferma les yeux et revit chaque étape du chemin. Elle se souvint du feu qui avait failli la consumer, des mains qui l'avaient aidée, des vérités qui l'avaient blessée et enfin de la lumière qui l'avait sauvée. Avant de dormir, elle écrivit une dernière phrase dans son carnet. « Le feu a voulu me détruire, mais il m'a donné un nouveau nom. Je m'appelle Vie. » Elle laissa le carnet ouvert et regarda par la fenêtre. Le ciel était clair. La fumée de la ville se mêlait à la brume du lac. Au milieu de cette quiétude, elle ressentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Richard, dans son bureau, regardait l'interview enregistrée d'Isabella à la télévision. Il sourit. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentit de la fierté sans culpabilité. Il appela Margaret et dit simplement « Elle a réussi. Et nous aussi, nous commençons à guérir. » L'horloge marqua minuit. Isabella dormait, Grace dans les bras. Dehors, le monde continuait de tourner, indifférent et magnifique. Mais à l'intérieur de ce petit appartement, l'histoire du feu était terminée. Il ne restait que l'amour, pur, silencieux, brillant comme une étincelle qui ne s'éteint jamais. La caméra imaginaire du souvenir s'éloignait de la scène. La mère et la fille dormaient sous la même lumière. Le feu ne brûlait plus. Désormais, il éclairait.